IDFM 98 de la Bande FM, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Un parcours ce soir, la voie initiatique du labyrinthe avec Dominique Hochet. Dominique Hochet qui exerce dans les domaines de la psychologie et de la psychiatrie. Son approche est transpersonnelle. Il a également effectué de nombreuses recherches relatives aux mythologies. Il est conférencier par ailleurs et il forme des professionnels de la santé et de l'éducation à la dimension thérapeutique des songes. On va l'accueillir tout de suite. Bonsoir Dominique Hochet, vous avez déjà écrit beaucoup de livres. Oui, bonsoir, oui, j'en ai écrit une vingtaine. Mélusine, le pacte de la fée, légendes celtes irlandaises, enfin beaucoup de livres. Ce livre, La voie initiative du labyrinthe, c'est le dernier. Oui. Alors cet ouvrage est l'expression de votre relation avec le mystère du labyrinthe, votre rencontre singulière qui a émergé en conscience suite à une immersion dans les profondeurs sans aucune préméditation. Ouais. Vous dites, j'ai été choisi par le labyrinthe dans ses formes les plus subtiles. Il m'a d'abord accompagné sans se montrer ni se dévoiler pendant de nombreuses années. Il était présent dans ma vie intérieure et se manifestait sans que je le voie. J'étais aveugle de ne pas distinguer ce qui m'était donné à voir. En somme, comme le dit la tradition, j'étais le parfait ignorant. Ça a démarré, je crois, avec un rêve qui revenait à chaque période difficile de votre vie. Oui, c'est ça. Il y avait un rêve qui était en relation directe avec du labyrinthe, à la fois quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent et jeune adulte. Donc sur ces périodes, j'irais clés de changement et de transformation. Et donc c'était un rêve que j'évoque dans le livre parce qu'il sert de fil d'Ariane finalement. Et donc c'était un rêve qui était assez désagréable dans le sens déstabilisant et à l'époque pour moi incompréhensible, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à traduire le sens de ce qu'il pouvait m'indiquer. Je le vivais un petit peu comme un cauchemar. Et puis, dans ma démarche à la fois personnelle et professionnelle, comme j'exerçais, comme vous l'avez dit, j'ai exercé en psychiatrie et ensuite je me suis orienté toujours dans ce domaine de l'accompagnement psy et aussi corporel, donc psychocorporel. Et à ce moment-là, je suis rentré dans une démarche personnelle, on va dire, de thérapie. Pour accompagner les autres, c'est nécessaire de commencer par soi, voir ce qu'il y a en soi, régler et éclaircir des situations de façon à être plus juste avec les personnes qu'on va accompagner. Et c'est à ce moment-là que petit à petit, à la fois ce rêve et puis ce que j'étais en train de vivre à cette époque-là de mon existence m'a fait amener des liens avec le labyrinthe. Donc ça a été une des premières accroches pour moi de ce fil d'Ariane. Voilà, et c'est comme ça qu'après, sans que j'en ai encore conscience, ce chemin labyrinthique a évolué et m'a permis d'aller éclairer des zones d'ombre qui pouvaient être à la fois en moi, mais aussi dans la compréhension que je pouvais avoir de l'âme humaine en général et puis surtout des personnes que j'accompagnais. Jusqu'à un moment où c'est devenu, je dirais, suffisamment clair, où j'ai pu prendre conscience que le labyrinthe m'avait choisi, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que cette idée, cette présence du labyrinthe était présente depuis très très longtemps, voire même jusqu'à ce qui s'est passé lors de ma naissance. C'est-à-dire que c'était un processus comme l'idée du labyrinthe, c'est-à-dire de rester au fond de soi-même, c'est-à-dire dans la grotte et de ne pas avoir envie de sortir. Donc au moment de la naissance, ça peut être un peu compliqué. Voilà, et donc c'est dans la thérapie personnelle avec des approches et des techniques transpersonnelles que ça m'a permis d'aller visiter ma propre naissance et de vérifier à l'époque avec la personne qui était la mieux placée pour pouvoir vérifier si ce que je disais, si ce que j'avais vécu ou ce que j'avais pressenti était exact, c'est-à-dire avec ma maman.
et donc qui avait l'époque, donc elle confirmait tout ce que j'avais vécu sur ce moment-là. Et d'ailleurs, je me souviens qu'elle me demandait, mais comment t'as fait? Donc j'évitais d'aller dans les détails. Là, mais parce que le plus important pour moi, c'était de vérifier ce point de départ, si on peut dire, dans l'existence, voilà, de façon à pouvoir petit à petit étayer mon chemin et de prendre vraiment ce chemin à l'intérieur de soi, qui est vraiment l'idée du chemin dans le labyrinthe, qui est un voyage, un cheminement à l'intérieur de soi à travers les ombres et les lumières. Les ombres, c'est-à-dire les zones qu'on ne connaît pas, qu'on n'identifie pas, qui sont inconnues. Ça peut être aussi les zones qu'on a refoulées, qu'on a mis à l'écart, consciemment ou inconsciemment, parce qu'elles pouvaient être désagréables ou nous déstabiliser, ou peut-être nous mettre en danger. Et puis les zones de lumière, qui bien souvent, dans un premier début de vie, sont les zones qu'on connaît bien, voire les zones qu'on va renforcer, parce que c'est dans ces endroits-là qu'on se sent en sécurité. Et dans cette conscience d'aller dans cette voie du labyrinthe, eh bien c'est de ne plus être ni dans l'ombre ni dans la lumière, mais c'est d'être avec les deux, et à la fois de se décomposer, de se recomposer simultanément. Voilà. Et donc ce chemin-là du labyrinthe, après, je l'ai accepté. Et donc ça m'a accompagné dans toute ma vie personnelle et puis aussi dans toutes mes activités professionnelles, de façon à pouvoir être au plus juste, c'est-à-dire du chemin que j'avais parcouru et qui me permettait de comprendre et peut-être de mieux écouter, de mieux entendre ce que les personnes pouvaient m'exprimer, me confier, voilà, de façon à les aider à se situer sur leur propre parcours. Il y a un adage qui dit on accompagne mieux si on connaît déjà le chemin qu'ont parcouru les personnes. Et quelque part, quand on est dans une démarche de parcours intérieur, ça peut être en allant voir quelqu'un qui est dans le champ de scie, mais sans forcément que ce soit le cas. Il y a des rencontres qui se déroulent par rapport à des personnes qui sont capables d'entendre, parce qu'à leur manière, elles ont vécu quelque chose de semblable, d'analogique. Voilà, et ce qui fait que ça nous aide à aller plus loin. Voilà, parce qu'on a besoin d'être, je dirais, accompagné. On n'a pas besoin d'entendre des personnes qui nous donnent des jugements, de dire tiens, voilà, ça c'est bien pour toi, ou des choses comme ça. Donc, on a plus besoin d'avoir cette écoute réelle, on va dire, ce que j'appelle de la présence et de la conscience. Et tout ça, ça rejoint, pour moi, l'idée du labyrinthe. C'est pour ça que quand c'est devenu conscient, je suis allé dans cette recherche et dans cette étude sur le labyrinthe, parce que, par définition, le labyrinthe, c'est une structure. Donc ça peut être une structure, ça peut être une construction, ça peut être aussi une structure plus psychique, ça peut être notre âme. C'est une structure dans laquelle il y a un centre et il y a une entrée, et pour aller de l'entrée jusqu'au centre, il faut parcourir tout l'édifice. Quand on voit les labyrinthes qui sont représentés, qu'on peut voir encore dans les cathédrales ou dans certaines églises, c'est ça, il y a une entrée et un centre, et donc on va parcourir tout l'édifice, même si parfois on peut être très près du centre, mais on va de nouveau s'éloigner, pour de nouveau se rapprocher et arriver jusqu'au centre. Et pour schématiser, on va dire que le centre, c'est accéder à une connaissance de soi, c'est accéder à la lumière, ça peut être accéder à d'autres plans. Oui, ou accéder à la mer, puisque si j'ai bien compris, quelque part, c'est retourner à la matrice quand même. C'est ça. Alors, c'est là où j'allais arriver, c'est-à-dire accéder à la mer, donc il y a la mer biologique. C'est pour ça que tout à l'heure je faisais référence à la mienne, parce que là, il y a, pour tous autant qu'on est, on a un vécu
très archaïque de notre naissance. Quand je dis archaïque, c'est dans le sens structure fondatrice, hein, quel que soit le vécu qu'il y a. Et puis, ça peut s'étendre de manière beaucoup plus consciente et voire spirituelle. Ça peut être à l'idée de la mer avec un M majuscule et à l'idée de la grande mer qui existe dans certaines civilisations et qu'on a eu aussi en Occident il y a très très longtemps. Vous dites que c'est un cheminement dans une structure ou un édifice d'où l'on ne sort pas sans guide, mais il y a quelque chose que vous avez dit juste avant où il y a une entrée, on doit entrer. Dans toutes les représentations des labyrinthes qui sont dans votre livre, et il y en a beaucoup, il y a certains labyrinthes où il n'y a pas d'entrée. Les entrées y sont. Parfois elles sont très discrètes, mais les entrées y sont. Après, ça dépend des croquis entre le noir et le blanc, c'est-à-dire que dans le livre, il y a des labyrinthes où la structure du labyrinthe est en noir et le chemin est en blanc, et il y en a d'autres où c'est l'inverse. Notamment, on peut le trouver sur le croquis qu'il y a sur le labyrinthe de Saint-Omer, celui qui est carré. Enfin, voilà, ça dépend des constructeurs, comment ils ont choisi de mettre la couleur noir ou blanc entre la structure et le chemin. Mais il y a toujours une entrée. Dans le labyrinthe amérindien, j'ai pas trouvé d'entrée. Oui, parce que on est dans un autre concept de l'entrée avec le labyrinthe amérindien, c'est-à-dire que le labyrinthe est intimement lié avec la Grande Mer, donc de toute façon, on est déjà avec elle. Donc on a, pour eux, c'est naturel. Il n'y a pas besoin de faire une démarche. Cet été, j'ai rencontré des Amérindiens Hopi, et justement, on évoquait ensemble les idées qu'on pouvait avoir de part et d'autre de l'Atlantique, hein, et puis aussi de civilisation entre le labyrinthe. Et pour eux, le labyrinthe, c'est la Grande Mer. Donc, de toute façon, pour eux, on est déjà dedans. Alors que nous, dans notre vision et dans notre vie occidentale, il faut y accéder, c'est-à-dire qu'il faut avoir une démarche volontaire pour pouvoir y aller. Donc, ce qui fait que l'idée et la main, enfin, est semblable, mais le positionnement est quelque peu différent. Parce que pour eux, dans leur tradition, voilà, labyrinthe, mer, grande mer, il n'y a pas de différenciation comme il y a chez nous. Donc, ce qui fait que dans la structure telle qu'elle est présentée, c'est différent, parce que si vous voyez sur le labyrinthe amérindien, hein, notamment celui qui est circulaire, ça ressemble on peut y voir une ressemblance avec une toile d'araignée. Voilà, et dans un que j'ai pas mis, une forme de labyrinthe amérindien, donc qui n'est pas dans le bouquin, à la base du labyrinthe, c'est une forme féminine. Donc le labyrinthe le labyrinthe est féminin. La forme propre et l'analogie du labyrinthe incluent un aspect double. Méditer et contempler la structure permet à l'observation attentive de constater qu'il est impossible de s'y perdre et tout aussi impossible de ne pas se perdre. Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on rentre dans un labyrinthe, on va s'imaginer qu'un labyrinthe est fait d'une construction, donc il a des murs. Hein, on va dire que c'est un cheminement avec des murs. Si on rentre dans le labyrinthe et qu'on pose la main sur le mur, et que la main a toujours un contact sur le mur, ça va nous permettre d'aller jusqu'au centre du labyrinthe en suivant le trajet qui est déjà prédéterminé. Donc on ne s'y perd pas parce que le chemin nous mène au centre, et du centre, toujours avec la main en contact sur la paroi, va nous ramener sur la sortie. Mais cela dit, on peut ne pas s'y perdre, mais on peut avoir la sensation de s'y perdre parce que nous pouvons être désorientés, parce que dans un parcours du labyrinthe, même si on avance toujours, par moment on peut avoir l'impression qu'on fait demi-tour, là où il y a des virages. Et cet aspect de demi-tour peut amener avec ce sentiment de perdition ou d'abandon. Et si on fait le même cheminement sans poser la main
sur la paroi. Donc ça peut signifier qu'on a un petit peu plus confiance. Voilà, et on peut avoir aussi cette sensation de s'y perdre. Par expérience, quand je fais des conférences sur le labyrinthe, j'ai un labyrinthe sur un tissu qui fait à peu près 5 mètres de diamètre. Et je propose à des personnes, celles qui le désirent dans le public, de déambuler dedans pendant que j'anime la conférence. Et une fois, c'est arrivé qu'il y avait une personne, donc je donne 2 consignes bien précises, hein, c'est-à-dire que quand on y rentre, c'est qu'on s'engage à aller jusqu'au terme et à revenir. Et puis, comme c'est des traits sur un tissu, on évite de faire 2 pieds à l'écart pour partir comme ça. Enfin, voilà. Donc, et une fois, il y a une personne comme ça qui était dans le labyrinthe et elle s'est arrêtée. Elle était comme tétanisée, hein, scotchée à un endroit. Et à un moment, je voyais le public qui la regardait. Enfin voilà, ça intriguait des personnes du public. Donc au début, ils croyaient qu'elle était en train de méditer, et puis à un moment, on voyait bien qu'il était en train de se passer autre chose. En fait, je suis à ce moment-là, donc j'ai compris ce qui se passait, c'est-à-dire qu'elle était désorientée. Et donc je suis rentré dans le labyrinthe, je suis venu à sa rencontre, voilà, et je l'ai accompagnée pour aller jusqu'au terme, et ensuite pour revenir, de façon à ce qu'elle sorte de cette forme de désorientation qui peut être physique, hein, qui peut être spatiale, qui peut être temporo-spatiale, enfin, voilà, ou sur d'autres registres. Parce qu'avec le labyrinthe, ce qui est particulier, c'est ce que j'évoque dans un des chapitres du livre, c'est qu'il y a aussi des liens directs avec certaines parties du corps humain. Et là où je voulais en venir, notamment par rapport à l'exemple que je vous ai cité, c'est que dans l'oreille, on a un petit canal qui s'appelle le canal labyrinthique. Et je trouve que les oreilles sont très très importantes pour développer, entretenir notre sens de l'orientation. On le sait ou on ne le sait pas, mais les oreilles sont très très importantes pour le sens de l'orientation. Ce qui fait que quand on déambule dans le labyrinthe, on ne cesse d'aller de droite à gauche et de gauche à droite. Hein. C'est vraiment, on peut faire 7 à 14 circonvolutions. Enfin, s'il y a 7 courbes, ça nous fait faire 14 circonvolutions. S'il y en a 9, ça nous en fait faire encore plus. Ce qui fait qu'à ce moment-là, notre organisme, à travers les oreilles, il est sans cesse en train de s'adapter entre tourner de gauche à droite et de droite à gauche. Et à un certain moment, ça peut créer de la désorientation, enfin, comme l'exemple que j'avais donné par la personne. Elle ne se sentait pas en danger, hein, mais elle savait plus où elle était. Elle me voyait, elle voyait les personnes, mais elle savait plus où elle était. Donc elle était vraiment désorientée. Et d'ailleurs, je me souviens, il n'y a eu aucun souci pour qu'elle revienne, mais elle avait besoin de reprendre son positionnement, on va dire, à la fois, enfin surtout dans l'espace, quoi. Donc ça peut aller très loin, cette idée du labyrinthe, parce que ça a du sens d'aller dans une démarche volontaire, dans une structure, ben voilà, qui peut nous amener à une désorientation, de ne plus savoir où on est, peut-être de ne plus trop savoir à un moment d'où on vient, de ne pas trop savoir où on va, hein, parce que le centre, voilà, on s'en aperçoit quand on y est, Pas avant. On peut avoir l'intention d'y aller, mais c'est quand on y est, on sent qu'il y a quelque chose de très particulier. Oui, vous dites que pourtant le sens authentique de ce parcours est d'être transformé par l'épreuve et les états d'âme vécus, c'est le chemin qui transcende, non pas l'objectif d'atteindre le centre. Finalement, c'est pas franchement, enfin, c'est pas d'atteindre le but qui est le plus important, c'est le chemin. Oui, parce que bon, on peut avoir l'objectif au début, c'est-à-dire je vais aller jusqu'au centre. Ça, c'est légitime, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais au fur et à mesure qu'on avance, nos perceptions vont évoluer. Ce qui fait que notre positionnement et notre perspective par rapport au centre peut aussi évoluer. Je vais donner une autre image. Si par exemple on marche vers la montagne, on voit un sommet,
hein, on va dire le sommet qui est le plus haut, on le voit, puis on voit toutes les collines qu'il y a avant et tous les monts qu'il y a avant. Mais au fur et à mesure où on avance, qu'on passe des collines, des sommets de collines, et puis on redescend, puis des sommets du Piémont, puis qu'on redescend, on arrive à certains moments à ne plus voir l'objectif. Mais on continue d'avancer quand même et en s'en rapprochant. Vous voyez, donc il y a toute cette idée-là qui fait que le chemin va nous transformer. Parce que s'il s'agissait d'être un objectif, ce serait un défi, et ce qui fait que la personne n'aurait, très peu de motivation, si on peut dire, à vouloir changer pour arriver au centre. Hein, souvent, je dis que c'est un défi, je dirais c'est comme un sportif qui veut atteindre une performance. C'est pas parce que je vais arriver au centre du labyrinthe que je vais être mieux ou plus fort. Je vais être autrement. Deuxième partie de cette émission sur l'antenne d'IDFM avec Dominique Hochet. Nous parlons de la voie initiatique du labyrinthe. Les labyrinthes, vous en avez dénombré 36 en France, 72 dans d'autres pays d'Europe, mais vous avez aussi dans votre livre des labyrinthes qui viennent des Amérindiens, comme on a dit tout à l'heure, mais on considère aussi que le Yiking, ça on peut en faire partie, le mandala, l'arbre des éphirotes dans les traditions hébraïques. Donc finalement, ces labyrinthes, ils sont partout et ils sont là depuis la préhistoire, du temps des cavernes. Vous parlez d'une grotte, de la grotte de Niox peut-être, avec son salon noir. Oui. C'est-à-dire que ce que j'explique, c'est que au moment de la préhistoire, les humains avaient déjà une notion du sacré. Et donc, le sacré, chez les préhistoriques, ils étaient très en phase avec la nature, parce qu'il n'y avait pas de bâtiments qui étaient construits. Ce qui fait qu'ils allaient déjà dans cette idée, il y avait déjà l'idée, on va dire, de la terre-mère. Hein, on a tous besoin de se retrouver dans un temple. Là, et le temple, les grottes, dans les montagnes, sont très représentatives de cette idée-là. Ce qui fait que les préhistoriques allaient dans certaines grottes pour y faire leur rituel sacré. Ils allaient dans des grottes qui bien souvent étaient très profondes, enfin, avaient une certaine profondeur pour pouvoir y accéder. Et c'est là où ils allaient faire leur dessin, leurs projections, certains positionnements, notamment on en trouve dans certaines grottes où il y a des crânes d'animaux, où quand les grottes ont été découvertes, on voit que les crânes, c'est pas du hasard. Enfin, voilà, ça correspond à des positionnements voulus et intentionnels, donc ce ne sont pas des restes de débris alimentaires. Donc il y a cette idée-là d'aller de construire, on va dire, un temple, ou d'édifier un temple à travers la nature, voilà, de façon à pouvoir se relier à la fois à la nature, au cœur de l'homme, à l'âme de l'homme, et aussi à l'univers. Et cette représentation-là, cette idée-là, elle est fondamentalement humaine. C'est-à-dire qu'à travers les civilisations et les traditions, elles ont pris des formes différentes, hein, à travers celles que vous situiez tout à l'heure. Et c'est cette idée d'avoir une valeur symbolique entre l'âme humaine, l'univers et la conscience humaine, de façon à ce que ça fasse qu'un. Cette unité, on va dire, primordiale d'une certaine manière. Et donc, à la préhistoire, les hommes préhistoriques le faisaient donc dans cette idée-là, je dirais avec les moyens dont ils disposaient. Hein, on voit qu'il y a des traces de mains, parfois il y a des visages, il y a beaucoup d'animaux, hein, dans des positions qui parfois sont... on voit bien que c'est pas uniquement descriptif. Et quand j'évoque la grotte de Nio qui se situe en Ariège, donc elle a quelque chose de très particulier parce que il faut faire à peu près 800 mètres à l'intérieur de la grotte pour pouvoir accéder à ce qui est appelé le salon noir. Donc c'est une salle qui est sous forme ogivale, qui fait à peu près 10 à 15 mètres de hauteur. Donc c'est vraiment un œuf, voilà,
vraiment à l'intérieur dessous et à l'intérieur de la montagne. Donc il y a d'autres galeries dans à partir de cette même entrée. Donc il fallait que les préhistoriques connaissent le trajet pour aller à cette grotte. Et là, il y a eu donc on l'appelle le Salon Noir parce que c'est une grotte où il y a des bisons qui sont dessinés, qui tournent en cercle. Et quand on y va, enfin, en tout cas, moi je parlais pour moi, quand j'y suis allé, j'ai senti que, comment dire, dans ce lieu-là, c'était un lieu sacré, qui avait pu être sacré. Enfin, voilà, même s'il est visité, on sent qu'il y a une mémoire qui reste présente dans ce lieu-là. Et donc cette grotte a été uniquement, avec les fouilles, on peut le savoir, a été uniquement consacrée à des rituels. Alors que de l'autre côté de la vallée, il y a une autre grotte qui s'appelle la grotte de la Vache. Et là, dans cette grotte-là, fouilles archéologiques qui le confirment, enfin, c'est des fouilles qui permettent de dire ça, c'est une grotte beaucoup moins profonde, mais là où les personnes vivaient. Donc on voit des traces de couches, des traces de feu, des traces de débris alimentaires. Ça veut dire qu'il y a 20, 30 000 ans, voire plus, l'être humain, il faisait déjà la différence, on va dire, entre le sacré et le profane. Donc à travers deux lieux de vie qui étaient semblables, des grottes, parce que c'est aussi ce qui leur permettait d'être en sécurité. Et à travers ces destinations qui étaient très différentes. Et toutes les traditions après, bon, les civilisations se sont étendues après se sont développées sur la planète. Toutes les civilisations ont développé une forme et des repères de spiritualité qui ont été distincts. Il y a toujours cette recherche à constante. C'est une des motivations à la fois dans mes activités, dans mes recherches, dans l'écriture. C'est d'être à la quête de cette unité entre soi, le moi profond, on va dire le soi, la quintessence de l'humain, et aussi la relation avec l'univers, donc de la déesse mère, de la terre mère, jusqu'à l'univers des étoiles. Il y a toujours eu cette quête qui est presque consubstantielle à l'être humain, avec des formes de spiritualité qui peuvent être très très différentes. Donc quand on en revient avec le labyrinthe, c'est une manière, et aussi avec ce support-là, de faire cette quête-là avec cette démarche-là, parce que le labyrinthe est quand même un des rares symboles dans lequel on peut faire une expérience corporelle et physique. Que ce soit dans un labyrinthe qui soit construit par l'homme, voilà, ou d'autres, enfin, moi j'en construis au sol, comme ça, avec des pierres, voilà, comme on peut jalonner, comme il y en a qui sont jalonnés dans des églises ou dans des cathédrales, enfin, voilà, tout comme on pourrait le voir la même chose, de manière naturelle dans une forêt. La forêt épaisse peut être aussi considérée comme un dédale. Dédale, le constructeur grec du labyrinthe. Oui. Alors c'est ainsi que par instinct, le fait d'aller au plus profond de soi, dans ses ressources secrètes, dans sa source, est mobilisateur pour l'homme de cette époque, on parlait de la préhistoire, afin de rencontrer le monde des esprits, l'élément central de la spiritualité présupposée de cette époque. Les labyrinthes, il y en a eu beaucoup dans les représentations chrétiennes du XIIe, XIIIe et XIVe siècle, et ensuite ils ont été détruits. Il y en a beaucoup qui ont été détruits, à votre avis Oui, alors il y en a beaucoup qui ont été détruits pour diverses raisons. Il y en a qui ont été détruits à l'époque de la Révolution française. Il y en a qui ont été détruits, je dirais, par l'usure du temps, parce qu'il y a quand même beaucoup d'édifices religieux. On en trouve encore beaucoup en France, et tant mieux, mais il y en a aussi beaucoup qui ont été détruits. Ça peut être par des guerres, ça peut être par l'usure, enfin, ou le manque d'entretien. Il y a eu aussi des labyrinthes qui ont été détruits au cours du XIXe siècle. Et il y a aussi des labyrinthes qui ont été détruits parce que c'était considéré comme des restes de paganisme. On ne serait pas forcément dans le cadre, on va dire, de l'évolution de la société dans les siècles à venir. Par l'Église elle-même? Par l'Église, ou pas forcément par l'Église, ça peut être par d'autres personnes.
Mais le paganisme, il peut être rejeté par des institutions, mais aussi par des individus. Ce qui fait que maintenant, on retrouve assez peu de labyrinthes par rapport à tout ce qu'il y a pu y avoir. Parce que, par exemple, sur les pèlerinages qui étaient importants à cette période-là du Moyen-Âge, dans les chapelles, il y avait des labyrinthes. Les pèlerins pouvaient comme ça faire faire aussi une forme de ressourcement dans les labyrinthes. Donc voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a des labyrinthes qui ont disparu parce qu'il y a eu aussi imaginez qu'il y a eu beaucoup d'églises et beaucoup de chapelles il y avait de la terre battue. Donc au fur et à mesure, il y a eu des dalles de pierre qui ont été mises, qui ont été enlevées. Enfin voilà, donc à ces moments-là, lors de ces travaux et lors de ces chantiers, il y a des labyrinthes qui ont disparu. Il y a des labyrinthes qui ont disparu parce que lors de travaux et de chantiers, si les gens ne savaient pas que c'était un labyrinthe, ils ont très bien pu le changer pour mettre d'autres formes, enfin voilà, voire même sans forme, du moment que le sol était restauré. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que dans les causes de destruction de labyrinthes, il n'y avait pas que des causes mal intentionnées, entre guillemets. Oui. Aussi des causes par ignorance, tout simplement. Moi, je sais que le labyrinthe d'Amiens, il est d'époque. Oui. Mais Chartres, je pense qu'il n'est pas d'époque. Il y a très peu de labyrinthes d'époque qui nous restent en France. Oui. Il reste Amiens, je crois. Oui. Qui est vraiment d'époque. Et à Reims, par contre, il a disparu, mais ils font une projection lumineuse. C'est ça. Une sorte d'hologramme. Le labyrinthe de Reims, on peut faire la déambulation parce qu'il y a une projection lumineuse sur le sol. Et donc, les personnes peuvent faire leur cheminement, tout à fait. Il y a comment dire, il y a une redécouverte du labyrinthe qui existe, et pas que d'un point de vue religieux, parce que l'idée du labyrinthe, c'est donc au Moyen-Âge a été très très importante, parce que ça a été présent dans beaucoup des constructions dans ce haut Moyen-Âge, et ensuite ça a périclité. Et ensuite, il y a l'idée du labyrinthe qui s'est beaucoup développée, mais vraiment sur un autre plan, qui est plus sur le plan de la psychologie, notamment par rapport aux travaux de Carl Gustav Jung, oui. Qui a développé, donc à travers le labyrinthe, une structure analogue au psychisme humain et tout ce qu'on pouvait y trouver. Moi, j'y ai fait des liens avec, je suis pas le seul, avec le mythe crétois du labyrinthe, avec les personnages principaux, en quoi ils peuvent être en résonance avec les archétypes de l'âme humaine, c'est-à-dire des forces psychiques primordiales qui sont présentes. Mais Carl Gustav Jung, on va dire à partir du début, la fin de la première moitié du XXe siècle, j'irais à restaurer d'une certaine manière l'idée du labyrinthe, mais plus dans cette approche-là psychologie et spirituelle, quoi, avec l'idée au centre que c'était la représentation du soi, donc on va dire le grand moi, parce que des fois il y a des mots différents qui vont définir un peu le même concept, et ce que lui il appelle au centre aussi l'idée du lumineux, du numen, c'est-à-dire de la lumière universelle. Voilà, un accès à cet endroit-là. Donc lui, de la psychologie, il nous amène à rencontrer l'idée du spirituel hors cadre religion. Oui, et puis de remettre du maternel dans notre civilisation devenue absolument patriarcale. Tout à fait. Parce que le labyrinthe, on dit le labyrinthe, on pourrait dire la labyrinthe. Oui, tout à fait. Alors, étymologie de labyrinthe, on n'en a pas parlé, mais c'est quoi l'étymologie? Oui, alors le labyrinthe, ça dépend des langues. Mais on est beaucoup dans l'idée de caverne, de grotte, de galerie, de tout ce qui est souterrain. Et quand, ce qui est aussi, ça c'est par rapport à l'étymologie occidentale. Après, il y a d'autres étymologies qui viennent avec l'idée d'errance, parce que quand on parcourt dans le labyrinthe, ce que j'évoquais tout à l'heure, il y a la notion d'être perdu, donc cette errance
cette errance du corps et de l'âme. Hein. On ne sait pas trop où on est, où on va et d'où on vient. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est ce que j'évoque dans le livre, hein, l'étymologie par rapport à la langue chinoise, où le labyrinthe se rapproche à l'idée de palais et d'utérus. Voilà. Et là, ça nous remet, je dirais, directement dans l'idée de, effectivement, on pourrait dire de la labyrinthe, qui est une structure, par essence, qui est une structure féminine, c'est-à-dire d'aller à l'intérieur de soi. Ça, c'est fondamentalement féminin, parce que le masculin, il est plutôt d'explorer à l'extérieur, mais fondamentalement féminin, c'est d'aller trouver la lumière, là où je ne vais pas dire la vérité, parce que c'est un mot qui pourrait être sujet à interprétation, mais d'aller trouver la lumière, la connaissance de soi, ou la connaissance générale, voilà, dans ce cheminement intérieur, et ça, c'est une démarche de féminin, qu'on soit homme ou femme. D'ailleurs, la question, je fais la distinction entre féminin, femme, et masculin et homme. Hein. Enfin, voilà, on est dans cette... Et donc, le labyrinthe aussi, c'est pour ça que bien souvent, c'est allié à des idées de paganisme, parce que le labyrinthe étant lié au féminin, bon, depuis quelques millénaires, on est plutôt sur, quand je dis plutôt, c'est un pléonasme, sur une domination du masculin, sous plusieurs formes. Oui, ben, je veux dire, ça vient des civilisations, hein, des ères. Tout à fait. Avant, on avait le taureau, on représentait des vaches sacrées, Oui. Ah, on est passé au poisson, et c'est l'ère du poisson qui a changé un peu la donne. Tout à fait. Alors, l'ère du Verseau, je ne sais pas ce qu'il va donner, mais ça serait bien que quand même on retourne un peu à la matrice. Oui, ben, en principe, c'est ce que nous disent les références anciennes, c'est-à-dire que, tout comme on le retrouve dans de la science avancée, c'est-à-dire que la vie est une alternance entre des forces qui paraissent opposées et complémentaires. Voilà, donc après du féminin vient du masculin, et après du masculin vient du féminin, mais autrement. Voilà, on est dans ces alternances là. Ben, juste avant le taureau, il y avait le bélier, non? Ouais. Et le bélier, il était déjà quand même très féminin. Oui, c'est ça. Tout. Alors, on peut voir ces alternances-là sous des cycles de temps qui peuvent être variables. Et de toute façon, il y a ce phénomène d'alternance. Et quand par exemple, un individu est en dominante masculine, je dirais un de ces j'allais dire challenge, mais je vais mettre des guillemets, hein, en conscience, c'est d'aller à la quête de son féminin, hein, d'aller rencontrer le féminin, et inversement, pour trouver ce point d'équilibre, c'est de trouver le symbole du yin et du yang à l'intérieur de soi, en mouvement et en dynamique. Troisième partie de cette émission sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM, la voix initiatique du labyrinthe, avec Dominique Hochet. On va peut-être... donc, dans votre livre, vous observez des analogies avec certains organes, que ce soit les intestins, les oreilles, le cœur, le cerveau, le sexe féminin, mais aussi la bouche, l'œil et le nez. On n'aura pas le temps de les aborder dans cette émission, mais c'est très intéressant. Vous dites que dans le parcours initiatique, il y a 3 alternatives, ou un aller-retour simple, ou un envol vers le ciel, ou un engloutissement vers le centre. Et cet engloutissement vers le centre, c'est le plus risqué pour l'âme. Oui. C'est moi qui ai exercé dans le milieu de la psychiatrie, l'engloutissement dans le centre, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, dans une démarche, va se perdre à l'intérieur de soi-même, va perdre le contact avec l'extérieur, voilà, va être renfermé. Hein. C'est un peu le processus de la psychose. Être dans ce monde intérieur complètement fermé, ça peut aller jusqu'à la fermeture hermétique, et donc avec des processus qui soient très logiques, de façon à se comporter et avoir le sentiment d'être en sécurité, mais plus en lien ou en grande difficulté dans le lien avec
avec l'extérieur, quoi. Donc dans ces trois possibilités-là, celle qu'on va rencontrer le plus souvent, enfin, qui est souhaitée à beaucoup de personnes, c'est celle du chemin aller-retour, c'est-à-dire que je rentre, je vais aller à l'intérieur de soi dans la plus grande profondeur auquel je puisse aller. Tout ça, c'est une valeur relative, et je vais pouvoir revenir transformé, parce que le chemin m'a transformé. Et donc je vais revenir à l'extérieur autrement. Voilà, je peux très bien ensuite faire d'autres périples à l'intérieur de labyrinthe et de faire ce mouvement, cette alternance entre aller à l'intérieur et revenir à l'extérieur, c'est-à-dire de maintenir les contacts entre ces deux dimensions. Et puis il peut y avoir la troisième, qui est celle de l'élévation. Donc on va dire que c'est de se retrouver là et puis toucher. Alors ça peut être par la grâce, si on vit sous une certaine forme, et ça peut être aussi touché par la lumière, ça peut être touché par une grande conscience, ça peut être, enfin, voilà. Je veux dire, il y a des mots différents qui peuvent avoir cette même idée-là, mais l'important avec le labyrinthe, c'est qu'on revient. Donc c'est d'en faire quelque chose et c'est de revenir, parce que quelqu'un peut s'y perdre en restant à l'intérieur, et puis quelqu'un aussi peut s'y perdre dans l'élévation si la personne, par exemple, se crée un système d'illusion, de maya, enfin voilà, de différence entre une différence très marquée ou trop marquée entre, on va dire, le monde spirituel et le monde matériel et l'incarnation. Donc il y a besoin toujours de trouver ces deux points d'équilibre, parce que si on s'est incarné en humain, voilà, dans ce cheminement-là, dans une démarche, voilà, donc il y a cette nécessité, on va dire, ou ce besoin intrinsèque chez l'humain de faire le lien entre l'existentiel et le spirituel. Et bien souvent, le rapport, on va dire, émotionnel à la psyché, à l'âme et à nos formatages ou nos formations mentales sont entre les deux. C'est pour ça qu'on peut faire plusieurs types de pèlerinage avec l'idée du labyrinthe, parce que au fur et à mesure on évolue dans la vie et on va avoir des nouvelles perceptions, enfin, voilà, ou des nouvelles perspectives qui font qu'à chaque fois on aura des petits cycles et des grands cycles qui vont nous faire aller de l'intérieur et l'extérieur, enfin voilà, de faire cette mesure-là entre l'un et l'autre. Parce que c'est toujours une histoire de et intérieur et extérieur. Parce que le ou sépare et le et réunit. Et le labyrinthe nous permet de faire, de conjuguer avec ce et. Hein, si je reprenais par exemple l'expression de Shakespeare, hein, quand il a dit être ou ne pas être, hein, donc il a posé le ou, c'est-à-dire on est ou on n'est pas. Alors que s'il avait écrit par exemple être et ne pas être, on accepterait l'idée qu'à certains moments on est ce qu'on est conscient, et puis qu'à un autre moment ne pas être, on est autre, voilà, et que ça va ensemble sans être séparé, sans être vécu comme quelque chose de scindé. Enfin, voilà, on peut être à la fois quelqu'un qui vit dans la vie existentielle, et puis quelqu'un aussi qui a une vie spirituelle avancée. L'un peut très bien aller avec l'autre. On n'est pas obligé de rester soit profane, soit initié. Maintenant, on a les moyens d'être dans tout ça. Et c'est pour ça que si on reprend le labyrinthe dans des structures initiatiques, dans beaucoup de structures initiatiques, le labyrinthe est présent. Quand on voit par exemple chez les francs-maçons, il y a une étape du labyrinthe, hein, de façon à éprouver la personne. Voilà, ça ne veut pas forcément dire la mettre en difficulté, c'est que c'est plutôt dans l'idée de permettre à la personne de distinguer là où elle est. Et ce qu'on constate, c'est qu'il est présent, parce qu'on n'a pas parlé du mythe crétois. Je voulais justement qu'on en parle, oui, de ce mythe crétois, puisque c'est quand même une grosse partie de votre livre et il nous reste oui, peu de temps. Donc, de ces
archétypes que sont Ariane, Thésée, le Minotaure, Dédale, ce mythe crétois du labyrinthe. Et Minos, le 5e. Minos, oui. Oui, voilà, parce que le mythe crétois, il est significatif. Donc, l'expérience du labyrinthe à travers le mythe nous donne à travers les personnages, les destinées des personnages, à travers ces 5 personnages fondamentaux, qui sont 5 aspects de la psyché humaine, à des aspects dans lesquels on peut se reconnaître. Parce que dans ce mythe du labyrinthe, le mythe crétois, qui est un mythe universel, qui fait partie du mythe, des mythes fondateurs, si ces histoires n'avaient aucun sens au niveau de l'âme humaine, il y a longtemps qu'on les aurait oubliées. Donc elles sont toujours présentes, même si il y a quand même de moins en moins de personnes qui les connaissent. Et de toute façon, elles sont toujours présentes parce que on peut toujours s'y reconnaître par effet miroir, sans forcément s'identifier au personnage. Parce que les mythes, quand on les décrypte, eh bien, ils sont en phase avec des éléments de la vie dans lesquels on peut tout à fait se reconnaître. Et par expérience, comme vous disiez tout à l'heure au début, que j'anime des formations pour des professionnels de santé et du milieu éducatif sur l'approche thérapeutique des contes. Donc, je prends comme support toutes mes études sur les mythes. Avec les contes, on est dans des analogies. Bien, ça permet de voir comment on peut se reconnaître dans certains aspects de personnages ou d'événements qui sont en train de se dérouler pour comprendre des choses. C'est-à-dire qu'on va prendre une histoire pour comprendre des choses sur notre histoire ou sur une histoire en particulier. Et ça fonctionne toujours. Et quand je parlais dans ces formations-là, bien souvent je commence par un conte indien indien d'Inde, qui est très intéressant. Et après avoir écouté le conte, je leur propose de raconter le conte et les personnes parlent autant d'elles-mêmes que du conte. C'est-à-dire que les contes, les mythes, et comme les légendes, ont ce pouvoir d'être en phase directe avec notre âme. Et donc on peut très bien faire une confusion qui n'est pas de la confusion, mais de se servir de la trame de cette histoire-là pour parler aussi de soi-même, à soi-même aussi, pour comprendre des choses en nous et puis pouvoir les identifier et voilà, de façon à pouvoir repositionner les éléments de notre vie de manière différente et autre. Tout comme ça peut nous arriver dans des rêves. Oui, justement, vous avez tout un passage sur les rêves et les ouvertures de conscience, un passage sur le masque, le miroir. Oui. Dans les rêves, je conseille à la page 171 de lire le rêve dans la Dauphine, la relation aussi à la voiture et à soi-même. C'est important ça parce que je pense qu'on a un peu tous vécu ces voitures qui semblent avoir des problèmes quand nous-mêmes avons des problèmes. C'est ça. La voiture, c'est un véhicule. Oui. Donc on peut dire qu'il y a le véhicule de la vie pour nous transporter sur 4 roues et qui est en phase avec le véhicule de notre âme. Le labyrinthe superposé sur toutes les relations avec ses proches, les héritages par acquis ou par substitution, les secrets de famille, notre place dans la société, notre mission de vie. Alors, pour terminer l'émission, parce qu'il nous reste peu de temps, il y a aussi un passage sur l'ouverture des portes, sur passer et traverser, avoir le désir, dire oui à l'inconnu. À votre avis, Dominique Hochet, qui a envie de faire le parcours du labyrinthe? Tout le monde ou c'est réservé à des initiés? Non, alors bon, évidemment, ça intéresse beaucoup les personnes qui sont dans des processus initiatiques. Je dirais toute personne qui est attirée par la vie au sens général. Enfin voilà, et parfois il y a des personnes comme ça qui sont attirées parce que c'est dans leur cheminement de vie. Il y en a d'autres, ça peut venir suite à des situations difficiles. Ça peut être accident, maladie, deuil, voilà, des événements de ce type-là. C'est-à-dire que chacun à un moment peut s'arrêter, retourner en arrière, enfin, porter le regard vers l'arrière pour se demander qui suis-je, d'où viens-je, où vais-je, voilà,
Et déjà, quand on se pose ce type de questions, ça veut dire qu'on rentre en questionnement et en introspection. Voilà. Et ça, ça se commande pas. Hein. Parfois, ça peut s'initier dans une démarche qui, bien souvent, va passer par des rencontres. Et bien souvent, il y a des personnes qui font un cheminement initiatique avec le labyrinthe, sous quelque forme que ce soit, voilà, sans forcément être dans ces processus initiatifs. Mais ça peut être tout simplement être en phase avec soi et être en phase avec la vie. Et par rapport au livre, c'était une des remarques de la personne qui m'a accompagné dans l'édition, où il me disait que c'était assez juste, j'ai trouvé, sa lecture, c'est-à-dire que ça correspondait à mon intention, c'est-à-dire que dans le livre, il y a à la fois des aspects entre guillemets dits théoriques, c'est-à-dire des informations qui sont importantes et générales, et puis aussi des éléments qui sont plus proches de la vie. Et donc, ce que disait cette personne, c'était: vous avez choisi la voie du milieu. C'est-à-dire, on est à la fois dans l'abstrait et dans le concret. Hein, c'est-à-dire, on est à la fois dans l'idée et dans la vie. Et c'est ça le labyrinthe. C'est une manière de dire autrement ce que j'évoquais tout à l'heure, entre l'intérieur, ma vie intérieure, et puis la vie extérieure que j'ai aussi avec les autres, avec les personnes. Et c'est ça, ce point d'équilibre que permet le labyrinthe, c'est-à-dire autre que quelqu'un qui est toujours enfermé sur lui-même, on va dire égocentrique, voilà, ou quelqu'un qui est toujours tourné vers l'extérieur avec le paraître et tout ça. Hein. Non, il y a une alchimie entre les deux. Et on peut faire un cheminement dans le labyrinthe, enfin, dans l'idée du labyrinthe, sans forcément le savoir. C'est quand même mieux quand on le sait, quand on le fait en conscience. Oui, et puis quand on était enfant, on jouait au jeu de loi, c'était un labyrinthe, mais le Monopoly aussi, c'est un labyrinthe, le Monopoly. Tout à fait. Le jeu de loi, c'est ce que j'évoque dans le livre, mais aussi un jeu un peu plus sportif qui était la marelle, oui. Le terrassiel, enfin voilà, à travers ces sauts, à travers ces bons. Parfois, il pouvait y avoir des bons quantiques, des proposés. Voilà, hein, c'était sous une forme de jeu, mais qui permet de sensibiliser l'âme à quelque chose. C'est-à-dire que ça sème des graines. Voilà, et ces graines-là vont peut-être se développer plus tard. Mais en tout cas, cette idée-là est très présente. Dans le jeu de loi, ce que j'évoque dans le livre, hein, il y a un labyrinthe qui est exactement aux 2/3, case 42, donc aux 2/3 des 63 cases. Voilà, c'est pas par hasard s'il y a un labyrinthe à cet endroit-là. Voilà. Et il y a 9 ouas, comme le nombre 9 est très important, comme je l'évoque dans le labyrinthe que j'ai choisi dans le rapport avec les nombres. Donc il y a aucun hasard dans tout ça, c'est-à-dire qu'il y a une structure universelle qui est présente derrière tout ça, et quand on se met en phase avec cette structure universelle, mais ça peut en être d'autres, je parle de celle-ci, que j'ai développée dans le livre, voilà, donc quand on se met en face avec une structure universelle, c'est très aidant pour être dans le sens de la vie. Et il y a le labyrinthe qui se trouve en couverture de votre livre, qui est un labyrinthe qui vient d'Égypte, je crois. Non, il vient le labyrinthe qui est en couverture, c'est un labyrinthe crétois. Oui, qui vient de... Ouais. Je vous remercie. C'est beau d'ailleurs. Voilà. Oui, c'est très très beau. Je vous remercie Dominique Aucher, AUCHER. La voie initiatique du labyrinthe est parue aux éditions Oxus. Une petite phrase pour terminer l'émission. Oui, eh bien, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité et j'espère que cette rencontre-là, à travers la radio, pourra, je dirais, susciter la curiosité et l'intérêt par rapport au thème du labyrinthe, qui est souvent un petit peu mystérieux, voilà, et de mon livre en particulier, avec lequel j'ai été très content d'être en phase avec les éditions Oxus pour l'éditer, parce qu'ils ont vraiment, dans la forme et dans le fond, vraiment respecté et collaboré à mon écrit. Et c'est important dans le monde de l'édition de pouvoir le préciser. Voilà. D'accord, c'est le labyrinthe qui vous a choisi, donc on dit un grand merci au labyrinthe aussi de vous avoir choisi pour participer à cette émission. Merci, et
bonne soirée à tous les auditeurs et toutes les auditrices.